Y a-t-il encore de l'espoir en ces temps de polycrise et d'alerte permanente? Et qu'est-ce que l'espoir au juste? L'espoir est une graine. C'est le point de départ d'une nouvelle perspective. Pour moi, l'espoir est une action. L'espoir, en tant que tel, n'existe pas. Je dois le créer moi-même avec ma vie et mes actes. Il se réfère à un avenir incertain. Peut-on quand même s'entraîner à l'espoir? L'espoir est une discipline, un exercice. Si vous vous mettez à le pratiquer tout le temps, vous commencez à être plus optimiste. Twist se demande comment naît l'espoir et quelle forme il prend dans l'art. Nous aspirons à un monde meilleur et nous voulons, d'une certaine manière, donner de petites impulsions dans cette direction. Ça insufflera peut-être de l'espoir à d'autres. Comment garder l'espoir quand il est sans cesse anéanti? La cinéaste iranienne Mahnaz Mohammadi, qui vit actuellement à Berlin, a sa réponse. Elle a passé plusieurs années dans les prisons iraniennes où elle a été torturée. Et même si les récentes manifestations en Iran ont une fois de plus été brutalement réprimées, elle croit au renversement du régime. Enfant, je pensais que l'espoir était lié à une chose que je pourrais réaliser dans le futur. C'était une illusion. Aujourd'hui, je sais qu'il réside dans le moment présent. L'espoir en tant que tel n'existe pas. Je dois le créer avec ma vie. Ce n'est que si on agit que l'espoir existe. Depuis plus de 20 ans, elle s'engage en faveur des droits des femmes et de la liberté dans ses documentaires, et encore dans le long-métrage Roya, qui vient d'être présenté à la Berlinale. Il raconte l'histoire d'une enseignante détenue en isolement, qui est torturée et doit signer de faux aveux. C'est aussi l'histoire personnelle de la cinéaste et de tous ceux qui sont emprisonnés à la suite des récentes manifestations en Iran. Tu es torturé. On essaye de te briser. Mais tu ne desserres pas les dents. Tu es constamment terrifié à l'idée de laisser échapper quelque chose, mais tu gardes le silence même si tu sens que l'étau se resserre autour de ton cou. Ce n'est pas l'espoir qui te maintient en vie. C'est le fait de réussir à garder le silence qui fait naître l'espoir. Dans le film, qui montre ce que la répression, la surveillance et le contrôle permanent font à un être humain, l'actrice principale ne prononce pas un seul mot. Le silence est une forme de combat. En n'allant pas voter lors des 2 ou 3 dernières élections, les Iraniens ont gardé le silence. Beaucoup ont trouvé que c'était passif, mais je discerne dans ce silence une énergie énorme, un espoir qui s'accumule et se prépare pour l'avenir. Mahnaz reste silencieuse, n'avoue rien, malgré la torture. Libérée, elle ne quitte plus sa maison pendant 2 ans. Elle se reconstruit péniblement pour pouvoir raconter l'histoire des gens en Iran. Comme dans son premier long-métrage, Son Mother, sorti en 2019. Tourné en Iran, où il n'a jamais pu être diffusé, il raconte l'histoire d'une veuve qui doit se séparer de son fils, car le code moral ne tolère pas qu'ils vivent sous le même toit que la fille de son nouveau mari. Le système répressif te prive d'abord de ton corps, de tes souvenirs et de ta langue. Et si tu perds cela, tu n'es plus qu'un mort-vivant. Si tu ne veux pas en arriver là, tu dois lentement, et je dis bien lentement, parvenir à mettre les choses par écrit. Pour Mahnaz, qui est sous surveillance après son incarcération,
il est trop dangereux de manifester. Elle se réapproprie sa vie et sa voix grâce à ses films. Dans Beyond the Lies, elle rend compte de la répression brutale des manifestations de 2019 et décrit un tribunal populaire à Londres où des témoins rapportent la brutalité, les tortures et les meurtres. Le film raconte cette période, mais aussi les violences du régime aujourd'hui. Lorsque tu subis une pression pendant très longtemps, quelle que soit son intensité, cette pression peut devenir une force motrice de la résistance. Le contrôle permanent de tous les domaines de la vie éveille en toi la volonté de résister. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté n'est pas sorti de nulle part. Depuis la fondation de la République islamique en 1979, les manifestations se succèdent. On se bat pour la liberté d'expression et les droits des femmes. En 2009, la cinéaste s'engage contre la lapidation des femmes, sanction de l'adultère. C'est à ce moment qu'elle est arrêtée pour la première fois. La résistance existait déjà dans les années 80 et 90. À l'époque, personne ne s'intéressait à nous. Peu importe à quel point nous élevions la voix. Mais même à cette époque, il y avait des avocats, des journalistes, des jeunes femmes qui s'organisaient. Une fois, ils ont sauvé 12 femmes de la lapidation. 12. Ça a changé le système et ça a donné de l'espoir à la génération suivante. Même si les manifestations en Iran sont régulièrement réprimées avec brutalité, l'espoir est comme un feu qui continue de brûler sous les cendres. Survivre, c'est espérer. C'est ce qu'affirme la cinéaste, qui n'a quitté l'Iran que pour travailler à son dernier film, Roya, et qui souhaite y retourner. La résistance a toujours existé en Iran. Le mouvement n'a jamais cessé. Autrefois, il y avait des manifestations tous les 10 ans, puis tous les 2 ou 3 ans, et maintenant constamment. Je pense que la résistance existe depuis le premier jour, qu'elle n'a jamais cessé et qu'elle continuera. Et permettez-moi d'ajouter une chose, après l'Iran, ce sera au tour de l'Afghanistan. Si l'espoir est une pratique, peut-on s'y entraîner? C'est la question que pose Guy Weisman dans sa dernière pièce, Hope. Des artistes du théâtre néerlandais Night et du Thalia de Hambourg se produisent ensemble sur scène. Aux réunions avec la troupe, il s'agit que tout le monde aille dans le même sens. Il peut être difficile d'imaginer un monde où la société n'est pas polarisée. Nous avons senti qu'il était important de faire une pièce qui partait, d'une certaine façon, de ce conflit, mais essayait à la fin d'aboutir d'une façon ou d'une autre à une solution positive. Hope montre une compagnie en costume pendant une répétition. La pièce avait été développée collectivement, mais la chorégraphe l'a réécrit et une dispute éclate. Wir haben es zusammen entwickelt and I am bruised. What the fuck? Who does she think she is? Was sie macht, ist Machtmissbrauch. Ich hab so keinen Bock mehr auf deinen Scheiß! Sur scène, la dispute autour du pouvoir, de la possession ou du statut s'intensifie et reflète les grands conflits de notre époque. Et soudain, une inondation menace de tout détruire. On a besoin d'espoir quand on n'a pas d'espoir. C'est un mouvement qu'il faut susciter en soi-même. Dans toute la pièce, il s'agit d'essayer de comprendre ce qu'est l'espoir et comment l'activer quand on en a le plus besoin.
Nous chantons « L'espoir vous rendra libre, mais seulement lorsque vous aurez touché le fond ». Si vous cessez d'espérer, pourquoi se lever le matin? Si vous cessez d'espérer, plus rien ne sert à rien. Donc je pense que d'une certaine façon, l'espoir peut vous rendre libre parce qu'il vous fait bouger, vous maintient en mouvement. L'espoir est un muscle, on peut l'entraîner et devenir meilleur en espoir, je crois. Sur scène, l'idée prend corps. Les artistes repoussent leurs limites physiques et l'espoir naît du mouvement. Nous essayons de travailler avec différentes définitions de ce que pourrait être l'espoir. Mais au cours de la pièce, elles sont toutes mises en question. Et ce sur quoi on s'accorde à la fin, c'est sur cette métaphore d'un corps qui continue de s'entraîner. Le siège de Night, à Groningue. Une fabrique créative qui regroupe des artistes de différents pays et disciplines. La troupe part en tournée depuis Groningue. Chaque mise en scène combine théâtre, chant et danse, un langage scénique tout à fait unique. À travers la danse, le chant et le jeu, on espère que le public avance avec nous dans cette recherche pour parvenir à sa propre définition du mot espoir. C'est le but de la pièce. Posez la question « Qu'est-ce qui vous fait espérer ?» Hope est une coproduction avec le Thalia Theater de Hambourg. Night travaille avec des troupes d'autres pays en créant des espaces artistiques où réfléchir sur la vie en société. Il est clair pour moi que nous n'arrivons pas à trouver la base de ce qui nous unit en tant que société. Ça vient du centre. Comme danseur, je sais que c'est le centre du corps qui te fait avancer. Pas les bras, pas les pieds et certainement pas la tête, mais le centre. Je pense que c'est la même chose pour la société. Les scènes de danse et les monologues apportent du calme dans l'agitation parfois effrénée qui règne sur scène. Et on y parle aussi de l'amour et de la communauté comme source d'espoir. Quand l'art vous montre qu'il n'y a pas que vous au monde, que vous faites partie d'un ensemble plus grand, c'est là qu'il vous donne le plus d'espoir. Je pense que savoir que l'on n'est pas seul, c'est la réponse la plus efficace que puissent recevoir nos âmes brisées. La poétesse Emily Dickinson a décrit l'espoir comme cette chose à plumes qui se perche dans l'âme, chante sans parole et ne s'arrête jamais. À Groningue et Hambourg, l'espoir devient un être combatif, un muscle que l'on exerce. La communauté est-elle la source d'énergie de l'espoir? Thomas Saraceno prépare une grande exposition. Dans son atelier berlinois travaillent jusqu'à 60 personnes. Ici, la pratique artistique allie art, science et militantisme. Cette façon dont la société occidentale a compartimenté et divisé les choses et la connaissance devient très difficile à comprendre aujourd'hui. Là où je trouve le plus d'espoir, c'est dans le fait que l'art et les autres disciplines décloisonnent les savoirs. Ils coopèrent et même travaillent ensemble, comme nous avec les araignées. Saraceno est mondialement connu pour son travail en collaboration avec des araignées. Il transforme en art des toiles que tissent de vraies araignées. Pour lui, les araignées sont à la fois des assistantes et des créatures dont on peut tirer des enseignements.
Si on regarde les humains, ils ne sont sur Terre que depuis 200 ou 300 000 ans, alors que les araignées sont là depuis 2 millions d'années. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Ce qui est beau, c'est qu'une nouvelle espèce d'araignée peut travailler sur la toile d'araignée qui l'a précédée. Quand les ressources commencent à manquer, la solidarité augmente. Elle s'aide. Saraceno rend aussi les toiles d'araignée visibles en 2 dimensions, quand elle ne l'inspire pas pour créer ses propres sculptures en toile, sous toutes sortes de formes et de toutes tailles. Une araignée ne peut pas survivre sans toile, pas plus que l'humain sans la planète. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller sur Mars ou sur la Lune pour échapper à la réalité. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas survivre là-bas. Dans ces installations, accessibles au public, on ressent la cohésion. Tout vibre ensemble. Comme dans les toiles d'araignée, mais aussi comme dans les cultures les plus liées à la nature. C'est une grande source d'espoir. Il y a dans le monde entier toutes sortes de cultures autochtones qui ont, avec les araignées, avec l'eau, avec la vie, une relation très différente de celle des cultures occidentales. Saraceno travaille depuis de nombreuses années avec les communautés des Salinas Grandes, dans le nord de l'Argentine. Au cours d'une performance dans le paysage spectaculaire des lacs salés, il a réussi à voler sans aucune émission de CO2, uniquement grâce à l'air chauffé par le soleil. C'est un manifeste écologique. Et l'artiste soutient la lutte des habitants contre les mines de lithium qui menacent leurs précieuses ressources en eau. Il me disait, Thomas, tu pourrais nous aider à concevoir quelque chose qui nous permette de célébrer notre relation avec l'eau? L'idée d'une grandiose réalisation de land art était née, Sanctuary of Water. C'est à la fois une œuvre d'art et une réserve naturelle. On devrait pouvoir la visiter à partir de cet automne. L'inspiration essentielle était d'être reconnaissant et de demander la permission à la terre. Alors pourquoi ne pas construire une apacheta, une sorte de sanctuaire en sel? On trouve tout le sel qu'on veut là-bas. À la grande exposition de Munich, on pourra retrouver des œuvres en sel qui voisineront avec d'autres pièces issues de toutes ces périodes créatives. Les recettes de l'exposition iront au nouveau projet de Land Art, le tout géré par les gens d'ici. À partir du moment où cette œuvre sera construite avec eux, administrée, gérée par eux, je pense que nous assisterons à quelque chose de complètement différent de ce que nous voyons, par exemple, avec l'effet musée Guggenheim. Cette avidité touristique de voir quelque chose sans limite de temps. Ce sanctuaire ne pourra pas être visité toute l'année, car il y a une saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, la terre-mère a besoin de se reposer. Chez Thomas Saraceno, chaque élément est lié à l'autre. Il est à la fois vulnérable et plein de possibilités. Pour lui, l'espoir commence quand nous nous considérons comme la partie d'un réseau commun. Nous sommes la grande majorité et nous ne devons jamais perdre l'espoir. Car si nous restons unis et si nous avons confiance dans le fait que nous sommes la majorité, ce qui est vrai, les choses pourraient changer. Sur les réseaux sociaux, le monde semble empoisonné. Mais c'est justement là que l'espoir peut naître. C'est ce que nous montre le musicien Anatole Mouster. Ça sonne comment,
l'espoir en musique. Il faut aussi essayer soi-même de rêver, se dire que tout ira bien. Quand on a une attitude positive, les choses s'améliorent. Ce qui nous arrive dépend de ce que nous dégageons nous-mêmes. Armé de son accordéon, ce londonien d'adoption part à la conquête des scènes, de Paris à Rio, avec ce mélange unique de jazz et d'électro. Je trouve tout simplement génial qu'un être humain puisse produire de tels sons avec un truc pareil. Et c'est un immense privilège d'avoir appris à en jouer. Fini le studio et les festivals, le devoir l'appelle dans sa ville natale de Bâle. Anatole doit effectuer son service civil dans un atelier pour personnes handicapées. Je suis content de pouvoir le faire. C'est vraiment bien d'être obligé de faire quelque chose qu'autrement on n'aurait jamais fait ou eu l'occasion de faire. J'ai acquis des compétences sociales que je n'aurais pas pu développer dans le monde de la musique. Je sais que depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui soit vraiment à part. Parce que je savais que si je faisais ce que tout le monde faisait déjà, je ne pourrais jamais réussir, parce que je ne serais jamais assez bon. Toujours est-il que cela a suffi pour qu'il puisse étudier la musique à Londres. C'est là-bas qu'Anatole a développé ce son si peu conventionnel, à contre-courant des règles de l'enseignement classique du jazz. Au final, ce sont les morceaux les moins jazzy, ceux dont je doutais le plus, qui ont eu le plus de succès. Et là, je me suis dit, waouh, je peux faire ce que je ressens et que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est ce qui plaira le plus aux gens parce que je serai authentique. Il diffuse sa musique sur les réseaux sociaux et il se constitue une communauté de fans. En 2025, il sort son deuxième album, Hopecore, qu'il produit chez lui à son bureau. Pourquoi Hopecore ? Dans mon cercle d'amis, c'est devenu un mème, le fait que ma musique sonne aussi euphorique et optimiste. J'ai un excellent ami, Jay Varma, qui est aussi artiste solo. Avec lui, je peux passer des heures à improviser. Il en ressort les morceaux les plus optimistes que l'on puisse imaginer. Et un jour, on s'est dit, on recommence, tu veux jouer Hope? Et j'ai répondu, OK. Et on a essayé de se surpasser l'un l'autre dans le genre Hope. Et à un moment donné, j'ai simplement appelé l'album Hopecore, parce que c'est une bonne description du son. Anatole doit son succès aux réseaux sociaux, avec lesquels il prend pourtant une certaine distance. Pour ne pas perdre espoir, il plaide en faveur d'une approche active. Agir plutôt que consommer. Toute cette surcharge médiatique à laquelle nous sommes tous confrontés actuellement est en réalité une dépossession de ce que nous sommes réellement capables de faire. Il faut essayer d'être consommateur aussi peu que possible. Cette surcharge nous met en mode sourd-muet et nous prive de tout espoir. Nous sommes tellement submergés par les stimuli que nous avons alors l'impression d'avoir perdu toute force. Pour moi, c'était un cadeau de pouvoir simplement faire quelque chose dans ma communauté. J'ai un impact sur la vie d'un certain nombre de gens et je peux y apporter ma contribution. Quand on espère avec suffisamment de force et de conviction, ce n'est pas de la naïveté, mais plutôt le contraire, en fait. C'est la bonne attitude à adopter dans la vie, je dirais. L'espoir pourrait être aussi une intervention colorée dans la ville. Le duo d'artistes berlinois Various and Gould sème l'optimisme et délivre des messages positifs dans l'espace urbain.
L'espoir, c'est cette petite flamme que l'on porte en soi, que l'on peut partager avec les autres et qui peut parfois s'allumer entre nous, comme une corde tressée. Chez certaines personnes, ça peut être un gros cordage ou parfois un fil tout fin qui menace de se rompre, mais autour de qui sont enroulées énormément de choses, de sorte qu'on peut aussi essayer, grâce à ce fil, de se sortir d'une situation sombre ou difficile. Berlin-Neukölln. C'est dans ce quartier qu'on peut voir une de leurs œuvres, Leuchten, lumière. Les vitraux colorés de l'église Genezareth-Kirche doivent refléter l'ouverture de cet espace. La paroisse souhaite animer le quartier avec des offres variées, pas seulement pour les croyants. Nous essayons de faire quelque chose de nouveau pour les jeunes, pour les habitants du quartier, en créant un sentiment d'appartenance. C'est du community building. Qu'il s'agisse de petits formats ou de peintures murales comme celle-ci, à Berlin-Mitte, l'art de Various & Gould porte dans la ville des messages colorés de cohésion sociale. Les deux artistes se sont rencontrés à l'école d'art de Weissensee. Ils ont d'abord travaillé côte à côte, puis ensemble à partir de 2005. Et nous avons remarqué qu'en extérieur, la plupart des affiches qui abordaient certains thèmes étaient toujours en noir et blanc. Nous avons délibérément décidé de travailler avec des couleurs, de travailler dans la bonne humeur, pour, comme tu le dis, faire avaler la pilule amère avec un peu de sucrerie autour. L'exclusion, la division, la discrimination et la xénophobie, des thèmes qui reviennent en force sur le devant de la scène. Various & Gould y répondent par une position claire. À un moment, c'est devenu explicite. Souvent, nous célébrons la diversité, parce que nous croyons que la diversité est au cœur même de toutes nos sociétés. C'est une source extraordinaire, que ce soit les langues, la nourriture, tout. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une richesse incroyable. Ils essayent sans cesse de la limiter. Nous montrons cette diversité en réunissant des morceaux de toutes ces diversités dans une seule image, avec notre série FaceTime où on mélange les parties de visages différents pour en recomposer un nouveau, et en utilisant ce large spectre pour former un grand tout. Provoquer le trouble, délibérément, perturber les schémas de perception habituels et sortir les gens de leur routine quotidienne, c'est l'idée. Comme pour cette installation temporaire dans la neige. L'art peut exister dans tellement d'endroits. Pour nous, il est important qu'il s'exprime aussi dans la ville. Parce que nous sommes inspirés par la ville, par l'urbanité, par les gens. C'est là que l'art doit trouver sa place. Les gens sont surpris, et c'est un moment qui mène à quelque chose de positif. Et l'espoir est lui aussi constitué de nombreux petits éléments, comme cette image. L'art, surtout dans l'espace public, mais aussi l'art en général, ou la musique, nous parle, nous saisit au plus profond de nous-mêmes, au cœur, en plein. Et à cet égard, il est possible que l'art et l'espoir soient liés d'une certaine manière. Pour les artistes, l'espoir est vivant, dans le courage de contredire, dans le corps qui continue à s'entraîner, dans le réseau qui relie, dans la musique en majeur. L'espoir naît lorsque nous agissons et que nous comprenons que nous faisons partie d'un tout.